boss, le diabète, c'est pas la fin d'une vie. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la glycémie. C'est toujours ton émission qui impacte, guide et transforme ta vision de la pathologie. Enchanté, moi c'est Jules et au fil des épisodes, je recevrai des acteurs majeurs du domaine du diabète. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, DJ, générique. Sandrine, bonjour. Bonjour Jules. Comment allez-vous, Sandrine? Très bien, je vous remercie. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu parce que je vous ai dit votre prénom, mais je n'ai pas dit qu'est-ce que vous faisiez dans la vie et dites-nous tout ça, Sandrine. Vous faites durer le suspense. Je suis Sandrine Willem et j'exerce le métier de sophrologue. C'est un métier que j'exerce en Seine-et-Marne, en cabinet, en séance individuelle, en consultation individuelle. Et j'interviens aussi dans tout le CLIL de France, en fonction des missions qui me sont confiées. Donc j'interviens en entreprise, auprès d'organismes publics et aussi auprès d'institutions. J'ai une certification pour elle est importante, une formation longue et une certification, c'est-à-dire que mon titre de sophrologue est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Alors c'est un mot un peu long, mais tout simplement pour dire qu'effectivement la formation que j'ai reçue et la nature de mes accompagnements est validée par cet organisme-là. Et puis, j'ai une spécialisation dans l'accompagnement de personnes atteintes de cancer. Et comme vous m'avez effectivement proposé cet échange, ça s'inscrit évidemment dans ce que je peux proposer dans la prise en charge de maladies chroniques, puisque le diabète est considéré comme une maladie chronique aussi. Donc, ça peut s'appliquer effectivement dans cette prise en charge-là. Et en tout cas, merci d'aborder de façon pluridisciplinaire, en fait, l'approche de cette maladie, ce qui change un peu aussi la donne. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous en parler un petit peu plus de la sophrologie? En quoi elle consiste? Parce que c'est vrai que le mot, parfois, on a du mal, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Je comprends aussi, parce qu'on touche à la santé des gens, donc c'est très important que les choses soient claires aussi. Donc je peux comprendre que cet aspect ésotérique puisse interroger, parce que c'est comme ça qu'on l'aperçoit encore pour beaucoup. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais la polémique de Doctolib a remis ça un petit peu d'actualité. La sophrologie, pour rassurer, en tout cas si ça peut rassurer, par exemple dans le plan cancer 2014-2019, elle a été considérée comme soin support. Soins support, qu'est-ce que c'est? On n'est pas du tout des médecins, on n'est pas là pour guérir, on n'est pas là, mais on est là pour accompagner, pour apporter d'un point de vue psychologique, un soutien aux personnes qui font face à la maladie. C'est ça en fait, un soin support. C'est pas je vais soigner, je suis un guérisseur, c'est pas ça du tout. Alors effectivement, je faisais pas avant, maintenant je mets en avant ma certification parce qu'elle permet pour l'instant, parce que le métier de sophrologue n'est pas réglementé. Donc, elle permet, si vous voulez, dans un premier temps, de faire un petit peu la différence entre ce qu'on a appelé les charlatans et puis ceux qui ont suivi une vraie formation. Voilà, ça c'est le petit... Voilà, la petite pierre à l'édifice qui permet de faire un peu la différence. Et puis après, il y a si les personnes veulent un peu se renseigner, savoir s'ils sont sur des gens sérieux, vous avez la Chambre syndicale de la sophrologie qui propose de définir un petit peu ce qu'elle est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en séance, ça peut être un peu effrayant, donc ça permet de cadrer aussi. Et puis il y a l'agence des médecines complémentaires et adaptées qui, elle, va proposer des fiches, c'est très cadré, elle va même en ce moment travailler auprès de l'Assemblée nationale pour redéfinir et éclaircir ce qui rentre à l'intérieur de ce métier-là. Donc ça, c'était pour faire un premier état des lieux. Et pour vous dire ce qu'est la sophrologie. Alors la sophrologie, elle a été élaborée dans les années 60 par un neuropsychiatre. Donc, elle est née dans le milieu médical. Au départ, pendant 10 années, elle était vraiment essentiellement utilisée dans le milieu médical. Et ensuite, elle est un peu sortie de ce cadre-là pour toucher à d'autres disciplines que la psychiatrie. On va la retrouver dans la gestion de grossesse, d'accouchement, d'accompagnement à l'accouchement, etc. Et puis, elle s'est généralisée puisqu'on l'a retrouvée sur tout un aspect social, sociétal, puisqu'on la retrouve en entreprise, dans les écoles, dans les institutions, etc. Au départ, cette technique, on va l'appeler, c'est une technique. C'est pas vraiment une thérapie, c'est une méthode et une technique. Son fondateur, en fait, qui est Alfonso Caicedo, à un moment donné, il a fait face aux limites des techniques qui étaient utilisées à l'époque, dans les années 60, qui avaient des effets secondaires très, très importants, puisqu'on utilisait les électrochocs, les comas insuliniques, etc. Donc à un moment donné, il s'est dit, bon, ça ok, mais ça soigne pas, j'accompagne pas comme je souhaiterais mes patients en psychiatrie. Élaborer ça
en se rendant compte que finalement, en psychiatrie, c'était souvent la conscience des patients qui était altérée. Et en gros, il a essayé de créer cette méthode comme une science de la conscience. Mais concrètement, c'est une méthode qu'on va appeler psychocorporelle. C'est un entraînement du corps et du mental. Alors, elle utilise le corps comme porte d'entrée, en fait. Elle utilise le corps comme pour reprogrammer les états émotionnels et mentaux. Et elle le fait comment? Elle le fait essentiellement sur des exercices qui sont axés sur la respiration, sur la décontraction musculaire, mouvement du corps, et sur ce qu'on va appeler les évocations ou visualisations positives. Comme le ferait un sportif, en fait, si vous voulez, pour définir comment on peut agir. Alors, pourquoi la respiration? Parce que finalement, on la possède tous, hein, et c'est surtout qu'elle est à la fois automatique, c'est-à-dire qu'on va respirer naturellement, mais on peut intervenir et passer en mode manuel sur la respiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je vois que vous êtes un peu stressé, je peux vous dire, bon, Jules, maintenant, on va poser les choses. Je vais juste vous demander de porter l'attention sur votre respiration, de voir comment la poitrine se soulève, redescend, comment vous arrivez à respirer peut-être un peu plus sur le ventre, etc., etc. Et en faisant ça, en portant l'attention sur votre respiration et sur quelque chose que vous vivez tous les jours, eh bien, vous allez faire descendre votre niveau de stress et surtout, vous allez équilibrer votre système nerveux autonome. Et quand on fait ça, quelle que soit la maladie, notamment les maladies chroniques, on fait redescendre un petit peu les choses et on permet d'installer une prise en charge sur comment mieux vivre sa maladie. Et puis, on verra peut-être tout à l'heure sur le type 2, comment en prévention, on peut agir en gérant aussi le stress. Voilà. C'est important de souligner que ça ne se substitue absolument pas à la médecine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut dire en premier. C'est vraiment en complément d'un traitement médical. Et d'ailleurs, en tout cas, quand je reçois, je demande toujours s'il y a un médecin traitant. Dans le cadre de cancer, si la prise en charge est fait bon. Et puis surtout, je ne vais pas à l'encontre des traitements qui ont été mis en place. Bien au contraire, je vais demander comment c'est fait, puisque moi, je vais me caler, notamment dans la cancérologie, mais même au niveau des personnes diabétiques, je vais essayer de m'inscrire dans le processus de ces traitements. Parce qu'on l'a vu dans les précédents épisodes, la gestion du diabète, c'est une gestion à 360. Il n'y a pas que ce qu'on mange, il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on voit, il y a énormément de choses qui font fluctuer la glycémie. Vous disiez quelque chose sur lequel je pense que vous avez besoin de vous exprimer, la polémique de Doctolib. Si vous pouvez nous en dire un mot. Là, je suis concernée, puisque moi, ça fait plusieurs années que j'étais inscrite chez eux. Donc, les patients pouvaient prendre rendez-vous via Doctolib. Et puis, je crois que c'était fin août, il y a eu quelques sujets auprès de cette start-up, qui était au départ une start-up de prise de rendez-vous, puisque on s'est rendu compte que certains charlatans avaient des pratiques un peu douteuses. Et puis, il y avait eu quelques détournements de consultation sur des personnes qui se disaient médecins et qui ne l'étaient pas. Je crois que c'était d'ailleurs des psychiatres. Doctolib a essayé de cadrer davantage les choses, ce que je comprends tout à fait. Je veux dire, même en tant qu'utilisateur, moi aussi, j'utilise pour prendre mes rendez-vous médicaux. Je trouve quand même rassurant qu'on fasse attention à ces personnes qui sont sur cette plateforme-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, quand j'ai été inscrite sur Doctolib, on ne m'a jamais demandé mes diplômes, enfin en tout cas la formation que j'avais suivie, et encore moins ma certification. Alors évidemment, ce sont des professions qui ne sont pas réglementées, on l'évoquait tout à l'heure, mais ça permet de faire déjà un premier tri quand vous avez une validation qui a été faite quand même par le ministère du Travail, parce que le titre RNCP, c'est-à-dire Répertoire national des certifications professionnelles, c'est le ministère du Travail qui chapeaute tout ça, ça permet de faire quand même un premier tri. On ne l'a pas demandé, en fait. Doctolib ne l'a jamais demandé. Alors, ils ont jeté un petit peu le bébé avec l'eau du bain, parce qu'ils ont dit, allez, on fait le tri, on ne se pose plus de questions, et on ne retient que les médecins. Alors, évidemment, ça nous fait du tort, parce que ça jette un peu le trouble dans les personnes qui utilisent ces plateformes-là, en se disant, mais alors, s'ils jettent la sophrologie, et puis d'autres, la réflexologie, parce qu'il n'y a pas que les sophrologues ça a jeté un peu le trou. Ça, c'est évident. Alors, heureusement, je vous dis, ça a permis aussi d'ouvrir à nouveau une perspective sur le sujet, puisqu'il y a l'AMCA, donc l'Agence des médecines complémentaires, qui est en train de travailler là-dessus, avec également la Chambre syndicale de la sophrologie, pour essayer d'apporter un peu de clarté
en tant qu'utilisateur face à ces pratiques. Mais c'est pas encore réglé en fait. Alors, à mon sens, ce serait peut-être bien d'enfin réglementer ces professions, pourquoi pas. Mais bon, c'est toujours un petit peu long. En tout cas, voilà, vous avez plusieurs méthodes, plusieurs moyens de vérifier si le praticien que vous allez voir est sérieux. D'abord, le bouche à oreille, hein, c'est finalement le plus utilisé et puis finalement le plus rapidement vérifiable. Et puis quand vous avez un médecin qui quand même vous conseille, parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui prennent, je sais que vous interviewez le docteur Saïdov qui est dans cette perspective-là, de se dire on accompagne les patients dans une optique pluridisciplinaire et dans cette médecine un peu globale où on va utiliser d'autres praticiens. Donc là, quand on est soutenu par des médecins comme ça, je pense qu'on peut faire confiance aussi. Mais c'est un vrai sujet, vous avez raison de le souligner. Alors sur le diabète, la sophrologie, elle va intervenir à un triple niveau en fait. Je trouve que ça a été fait de façon un peu violente. À la fin, moi, des accompagnements, ce que je souhaite, c'est que la personne qui est venue me voir, elle puisse utiliser au quotidien tout ce que je lui ai transmis. Donc la culpabilité, hop, on la met de côté. C'est pas, elle permet pas d'avancer.